Mon cher Jacques, on va commencer par une question assez vague. Pourrais-tu te présenter et présenter tout le parcours que tu as fait jusqu'à Oui, aujourd'hui? mais je vais essayer d'être bref, hein. Donc, je suis né en 1942, donc j'ai 80 ans, je ne me cache pas. Je suis né pendant la guerre, donc je suis un enfant caché. Ok. J'ai vécu à Liège où j'ai fait toutes mes études Mhm. secondaires et puis universitaires. J'ai obtenu mon diplôme de docteur en médecine et puis de neurochirurgien. J'ai appris mon métier à l'hôpital de Bavière qui a justement été victime d'un incendie. J'ai vu hier en tout cas de ce qui Exactement. restait de l'hôpital de Oui. Bavière. Et en 1981, l'ULB, l'hôpital Erasme, ont fait appel à moi pour créer le service de neurochirurgie Tout à dans fait. le nouvel hôpital de l'ULB, Mhm. qui était l'hôpital Erasme, qui venait d'être inauguré en 1977 et 4 ans après voulait démarrer la neurochirurgie. Donc je suis venu, je me suis installé à Bruxelles Très et bien. j'ai fait ma carrière de neurochirurgien Mhm. à l'hôpital Erasme, de prof à l'ULB, et tout cela avec aussi je dirais, un versant international. Je me suis beaucoup investi pour l'enseignement dans les pays en voie de développement, Mhm. au travers de la Fédération mondiale des sociétés de neurochirurgie, qui m'a d'ailleurs à un moment donné appelé à la présidence, et je suis le seul Belge dans l'histoire de la Fédération mondiale de neurochirurgie à avoir été président. Mhm. Et alors que je pensais terminer paisiblement ma carrière et aller vers la retraite, Louis Michel m'a téléphoné en Oui. 2004 pour me dire professeur, vous nous aidez beaucoup de l'extérieur. Chaque fois qu'il y a des élections, vous organisez des choses chez vous avec votre épouse pour nous soutenir, mais Mhm. maintenant, on vous veut sur la liste comme tout le monde. Voilà. Très Donc, bien. je suis devenu, je ne rentre pas dans les détails, mais je suis devenu sénateur par la cooptation Mhm. en 2004 et je suis donc été actif au niveau du MR jusqu'en 2019 où j'ai terminé ma carrière comme président du Sénat. Très bien. Voilà un C'est petit un peu, bon parcours. c'est un parcours intéressant, J'ai bien intéressant, l'impression. intéressant. Aujourd'hui, je te retrouve pour un thème un petit peu plus spécifique que j'aimerais bien introduire par une phrase de Sénèque qui dit: Je choisis moi-même mon bateau quand j'embarque, la maison où je souhaite habiter, et j'ai le même droit de choisir le genre de mort par où je veux sortir de la vie. Et donc, on va parler dans un premier temps de ton livre, mais le thème général de cette vidéo, c'est l'euthanasie. Oui, Alors, tu as publié un livre aux éditions La Renaissance du Livre, exact. et ce qui est assez comique, c'est l'illustration de ce livre pour illustrer l'euthanasie, puisque on a un petit... Tu peux montrer Oui, le livre. certainement. Oui. Voilà. Euh, Donc, donc on a... je le montre ainsi pour qu'on Voilà. le voit. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a Dieu, on suppose que c'est Dieu, qui s'adresse à une personne en lui disant: Je ne vous attendais pas aujourd'hui. Et l'autre, la personne répond: J'ai décidé de venir plus tôt. Exact. Est-ce que c'est une manière de dédramatiser l'euthanasie, de démystifier l'euthanasie? Oui, certainement. Parce que, mais je pense qu'il faut remettre un peu les pendules à l'heure. Il faut un peu expliquer Mais aussi le justement, oui. rôle du médecin. Très En bien. fait, si j'ai décidé dans ma vie de devenir médecin, c'est évidemment pour soulager la souffrance, pour soigner et guérir dans la mesure du Mhm. possible. Il est évident que au fil des dizaines d'années se succédant dans ma carrière médicale, j'ai vu énormément de progrès. Quand j'ai commencé, le scanner n'existait pas, Mhm. on ne parlait pas de résonance magnétique, de PET scan, de tout cela. Maintenant, c'est du commun, c'est du Tout à quotidien. fait. Et bon, par conséquent, beaucoup de maladies de l'époque étaient inguérissables et elles sont guérissables aujourd'hui. Mhm. Mais il y a un élément qui est majeur, qui est la question de la souffrance. Mhm. Et le rôle du médecin est d'abord de faire en sorte que son malade ne souffre pas. Et bien sûr, en premier, la souffrance physique. On Mhm. n'est pas obligé de souffrir aujourd'hui, on a tous les moyens pour qu'on ne souffre pas. Il y a aussi forcément la souffrance psychique. Mhm. Et le rôle du médecin, c'est d'accompagner son patient jusqu'à son dernier jour et faire en sorte qu'il ne souffre pas et je dirais à la limite qu'il s'endorme Mhm. et qu'il meure de sa belle mort, mais sans souffrir. Alors l'euthanasie, dans certains cas, est certainement la formule adéquate, mais il faut pour cela être très très rigoureux et bien sûr être dans le cadre
de la loi de 2002 qui, évidemment, ne permet pas d'euthanasier n'importe qui pour n'importe quoi. Il y a des critères et nous, je dirais, en Belgique, on est extrêmement sérieux à ce point de vue et tout ça est suivi de manière ponctuelle. Mais nous y reviendrons dans un instant sur cette loi de 2002 et les différents critères en Belgique. Justement, c'est dans un article, on a pu lire, j'ai passé, c'est une phrase que tu cites, j'ai passé 45 ans de mon existence à soigner des patients. J'ai lutté contre la mort. La question, on parlait de souffrance, mais est-ce que c'est pas un peu paradoxal pour un médecin de vouloir sauver des vies et d'être en faveur de la mort, Non, je justement? ne crois pas, parce qu'en fait, le rôle du médecin est d'accompagner son malade jusqu'à son dernier soupir, jusqu'à son dernier jour. Mhm. Alors évidemment, chacun a une situation différente et nous Oui, avons un patrimoine génétique différent et nous avons donc en nous des maladies potentielles. tout à fait. Alors, comme aujourd'hui on vit plus vieux que par le passé, on a des maladies aujourd'hui qu'on n'avait pas par le passé parce qu'on était mort avant de les avoir. Mhm. Donc, il faut quand même comprendre la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, le médecin doit avoir en tête cette notion et faire en sorte que son patient, sa patiente, enfin les personnes qu'il soigne, qui font appel à lui, eh bien, qu'il les écoute et qu'il fasse en sorte que leur vie et leur fin de vie Mhm. ne soient pas je dirais, une souffrance. Et aujourd'hui, nous avons les moyens de le Mhm. faire. Mais bien sûr, il s'agit d'un dialogue les yeux dans les yeux avec la personne concernée. Mhm. Et donc, pour cela, il faut être à l'écoute. Et peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais reprocher aux jeunes générations, et je suis désolé de le dire justement quand je suis interviewé aux jeunes mères, mais euh, on est un peu trop, je dirais, prisonnier de la technologie et Oui. on est moins proche du malade comme c'était le cas de mon temps où je prenais le temps d'écouter, de faire une anamnèse, d'essayer de comprendre et d'examiner. Et souvent, rien qu'en écoutant mon patient et en lui demandant de décrire ses symptômes, etc., Mhm. le diagnostic était posé. Rien que en consacrant 10 minutes d'entretien Oui. avec quelqu'un. Et aujourd'hui, malheureusement, mais ce n'est pas de ça dont nous discutons. Non. Mais je veux dire que, pour revenir à l'euthanasie, pour moi, l'euthanasie est une forme d'accompagnement Mhm. humain pour les personnes qui le désirent et qui, bien sûr, ont une maladie incurable Oui. et ont des souffrances. On n'est pas obligé de souffrir. C'est comme on dit aujourd'hui, les femmes peuvent accoucher Mhm. sans douleur. Tout à fait. La douleur n'est pas obligatoire pour enfanter. Mhm. C'était pas comme dans le temps. Donc vivons avec notre époque. Mais bien Oui. sûr, mettons en place des balises telles qu'on l'a fait en Belgique pour qu'il n'y ait pas de déviance et qu'il n'y ait pas justement Mhm. je dirais à la limite, de crimes qui soient commis parce qu'il faut, Mhm. il faut être fort prudent. Mais moi, je vois vraiment l'euthanasie comme une forme d'accompagnement Mhm. dans des cas précis où nous avons affaire à des patients pour lesquels nous n'avons pas de solution. Et nous avons aujourd'hui à notre disposition toutes les machines qui nous permettent de voir exactement Tout ce à qu'il fait. y a à l'intérieur du corps. Mhm. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans, il y a 30 ans. Exact. Maintenant, on peut voir tout cela. Mhm. Donc, on sait où on va, on peut comprendre. Et quand quelqu'un dit qu'il souffre et qu'il ne peut plus vivre et qu'il est devenu dépendant et qu'il dit pour moi, j'ai perdu ma dignité, je ne suis plus moi-même, la vie n'a plus aucun sens pour moi. Mhm. S'il vous plaît, aidez-moi à partir, aidez-moi. Il faut évidemment, je pense qu'on ne peut pas être sourd Mhm. à une demande comme cela. Est-ce que être en faveur de l'euthanasie, c'est quelque chose de profondément libéral? Je pense qu'en oui, je vais dire oui, mais être en faveur des soins palliatifs, c'est également être profondément libéral. Ok. Parce que être profondément libéral, c'est-à-dire respecter la liberté de choisir sa fin de vie, Mhm. en fonction évidemment de toute une série de critères, Tout à fait.
mais c'est basé pour moi sur la notion de liberté. Et la notion de liberté, je crois que c'est la base du mouvement réformateur. Tout à fait. Mais est-ce que les religions sont à l'encontre de ces libertés à ce moment-là, puisqu'on sait bien que le christianisme, l'islam, le judaïsme, peut-être le judaïsme a une ouverture minime, mais on se rend compte que les religions en général sont contre l'euthanasie. Donc, est-ce que ça veut dire qu'elles sont contre cette liberté de choix de mourir? Les religions sont contre. Ouais. C'est clair et net. Les religions sont contre parce que, je dirais, les religions disent que nous ne possédons pas notre vie, donc nous ne pouvons pas posséder notre mort. Et Oui. donc les choses sont claires de ce côté, il n'y a pas d'accommodement possible, même avec le judaïsme. Mais il y a des formes dans le judaïsme, notamment le judaïsme qui par hasard s'appelle libéral. Tout à fait. Donc dans le judaïsme libéral, il y a je dirais pas des possibilités d'euthanasie, mais il y a par exemple une ouverture qui permet l'incinération, alors que normalement l'incinération n'est pas communément admise par les religions. Tout à fait. Donc il y a une ouverture d'esprit. Il y a une ouverture, mais il ne faut pas, je dirais, aller trop loin parce qu'on va se trouver à un moment donné devant un obstacle infranchissable au niveau des religions. Donc il faut laisser les religions de côté. Mais si, imaginons, une petite utopie, tu as en face de toi les représentants religieux et tu peux essayer de les aider à changer leur posture quant à leur position face à l'euthanasie. Quels seraient tes arguments? Mais mes arguments sont très simples. Mes arguments, c'est ce que j'ai dit. La souffrance n'est plus obligatoire aujourd'hui. Et c'est une question aussi d'humanité. C'est une question aussi je dirais, d'accompagner, d'être à côté de son patient et certainement pas le laisser seul face à une situation ne peut plus dramatique. Mais il ne faut certains, pas les religions, mais certains religieux ont une ouverture, et notamment le père Gabriel Ringlet que je connais n'est certainement pas opposé à ça. J'ai déjà débattu avec lui, j'ai un débat prochain prévu en décembre à la Maison de la Laïcité à Wavre avec lui. Je sais que ça se passera bien dans la mesure où lui va forcément défendre des soins palliatifs, mais personnellement je ne les combats pas, dans la mesure où je pense que les soins palliatifs ont toute leur place pour que le patient atteint d'un cancer, par exemple, ne souffre pas. Et les soins palliatifs dans notre pays sont remarquablement bien développés. Donc, du moment qu'on trouve une formule qui respecte les convictions de chacun et qui permette à chacun de terminer sa vie sans souffrance et dans la dignité. Mais la dignité, c'est une définition personnelle. Moi, je ne peux pas donner, je sais où je place la barre en ce qui concerne ma dignité, mais je ne peux pas la placer à votre place. Donc là, c'est un paramètre personnel. Mais du moment, je dirais, pour moi, les soins palliatifs et l'euthanasie peuvent être complémentaires. On peut très très bien dire, moi, si on m'annonce que j'ai un cancer généralisé, que j'ai des métastases un peu partout, mais j'ai toute ma tête et je suis encore heureux d'être là, je voudrais des soins palliatifs qui vont me permettre de ne pas souffrir, mais de vivre encore peut-être un mois correctement, voir des amis, que sais-je, n'en sais rien, mais pourquoi pas? Mais si à un moment donné la situation devient incontrôlable, eh bien alors je demande l'euthanasie. Je ne veux pas, par exemple, être un légume dans un lit où je dors parce qu'on m'a donné tellement de calmants pour que je ne souffre pas, que je ne suis inconscient, et ma famille vient me voir, mes amis viennent me voir, mais moi je ne me rends même plus compte qu'on vient me voir, et finalement ma famille vient voir quelqu'un qui dort, avec lequel il n'y a plus aucun contact, et alors c'est la famille qui souffre.
Oui. Et moi, je prends en compte aussi la souffrance des autres, et Mhm. pas sur le plan égoïste uniquement ma propre souffrance. Mhm. Et il faut tenir compte de la souffrance de l'entourage qui Mhm. voit quelqu'un qu'on aime, qu'on adore, qui se dégrade, qui, Oui. qui souffre, qui demande, qui appelle à l'aide, et Mhm. puis l'aide ne vient pas. Alors moi je crois que l'aide va venir. Très bien. On a beaucoup parlé de l'euthanasie, mais si on doit resituer ça en Belgique, on peut dire que c'est réellement Roger Lallemand, à partir de 1999, qui a lancé le mouvement pour qu'une loi soit adoptée en 2002. Roger Allemand a certainement été un moteur, mais il y avait chez nous Philippe Monfils, Tout à qui fait. était également un moteur Mhm. assez puissant, Mhm. et l'autre Philippe, qui était Philippe Mahou, au Tout à fait. PS, qui, je pense que, en tout cas, c'est eux trois qui ont vraiment travaillé le sujet à l'époque, Mhm. mais la loi a donc été votée en 2002. Tout à fait. Mais avant d'être votée, elle a fait l'objet de discussions, de passages en commission. Et donc, je n'ai pas l'historique, mais j'imagine bien que ça ne s'est pas fait en quelques mois. Euh, le sujet a dû être mis sur la table à la fin des années 90 pour être Mhm. voté en 2002. Et Ouais. donc, il a été voté en 2002 aussi sur la base des connaissances médicales Mhm. de l'époque. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, 20 ans après, on pourrait peut-être se poser des questions. Tout à fait. Et 2002, on se rend bien compte que c'est une année charnière, puisqu'on a trois grandes lois qui sont passées. On a le 28 mai 2002, la loi sur l'euthanasie. Le 14 juin 2002, la loi sur les soins palliatifs. Et le 22 août, la loi sur les droits des patients. Est-ce qu'on pourrait aborder chacune de ces lois-là et avoir votre avis, votre expérience là-dessus? Sûrement. Tout d'abord, je suis surpris qu'on les ait votées dans cet ordre-là, Oui. parce que normalement, on aurait dû commencer par voter la loi sur les droits du Patient. patient, Mhm. et puis la loi sur les soins Mhm. palliatifs, pour arriver à la loi sur l'euthanasie. Tout à fait. Mais c'est le contraire, peu importe. Bon, nous parlerons par après de l'euthanasie de Mhm. manière plus longue. Mais la loi sur les droits du patient, elle est fort importante, parce Ok. que ça permet à quelqu'un de dire, moi, je ne veux pas d'acharnement thérapeutique, Ouais. et de faire une déclaration anticipée, Mhm. comme, comme une déclaration anticipée pour l'euthanasie Tout dont à nous fait. parlerons tout à l'heure, mais une déclaration anticipée par laquelle elle dit, moi, je refuse l'acharnement thérapeutique. Mhm. C'est important. Mhm. Le droit du patient, c'est aussi le droit du malade de refuser un traitement. Mhm. Le médecin consulté va proposer une solution thérapeutique, médicale ou Ouais. chirurgicale. Le malade peut très bien dire, moi je suis désolé, mais je refuse l'opération, je ne veux pas être Mhm. opéré. C'est la liberté. Ouais. Et enfin, il y a aussi la liberté et la possibilité pour le patient d'avoir accès à son dossier médical. Mhm. Dans le temps, donc avant qu'on ne vote cette loi, chaque hôpital gardait précieusement, comme dans un, je dirais, de manière imagée, dans un Mhm. coffre-fort, les dossiers médicaux de tous les patients. Et quand un malade décidait de voir un autre médecin ou consulter dans un autre hôpital, on repartait à zéro. Et on recommençait tout ce qui avait déjà été fait, ce qui coûtait évidemment cher à la Mhm. sécurité sociale. Tout à fait. On recommençait les scanners, les résonances magnétiques et puis et tout le reste. Je Mhm. parle évidemment des examens que je connais bien, Oui. vu ma formation de neurochirurgien, mais il n'y a pas que cela, tout, on repartait Mhm. à zéro. Donc maintenant, n'importe qui souhaite avoir accès à son dossier médical en fait la demande au médecin directeur de l'hôpital, Mhm. lequel a l'obligation de le lui fournir. Donc cette loi sur les droits du patient, qui comporte les trois points que je viens Mhm. de citer, me paraissent les plus importants. Mhm. Alors après, il y a la loi sur les soins palliatifs qui les encadre et qui Oui. aussi dit qu'il faut que dans la plupart de nos grandes institutions hospitalières, il y ait un service de soins Mhm. palliatifs et pas quelques lits de soins palliatifs dans tel ou tel Mhm. département. Non, c'est vraiment une unité spécialisée pour qu'il y ait des soins palliatifs de Mhm. qualité avec des médecins spécialisés pour les soins palliatifs et une prise en charge du patient
et de l'entourage, les deux sur le plan psychologique. Parce qu'il y a le malade qui souffre et qui se voit, et qui se voit dépérir, et pour lequel la situation est psychologiquement dramatique, mais il y a aussi l'entourage qui souffre psychologiquement de voir l'être cher qui est dans l'état où il est. Donc, au niveau des soins palliatifs, on prend en charge l'aspect aide psychologique, non seulement aux patients, mais également à la famille. Et donc, tout ça a été bien précisé et organisé. Donc, et puis alors, évidemment, la loi sur l'euthanasie qui elle, je dirais, est différente et qui implique que d'abord la demande doit provenir de la personne. Donc ça, c'est un des critères. C'est le critère de base. Okay. On ne peut pas demander une euthanasie pour quelqu'un d'autre. Okay. Un médecin ne peut pas décider une euthanasie. Oui. Un membre de la famille ne peut pas dire pensez pas, vu son âge, regardez dans quel état il est. Non, si le grand-père ou la grand-mère n'ont pas demandé l'euthanasie de manière claire, en étant lucide et en ayant soit écrit, soit déclaré, mais alors déclaré à la limite devant notaire, devant des personnes qui attestent aussi, ou le mieux évidemment de faire une déclaration anticipée devant témoins, ou qui confirme qu'on a toute sa lucidité quand on le demande. Il faut demander l'euthanasie, c'est un acte personnel, individuel. Donc ça c'est très important, parce qu'on ne peut pas donc à un moment donné dire « Ah, on va un petit peu vider toutes ces maisons de repos et de soins qui commencent à nous coûter cher. » Non, c'est exclu. Et de la même manière, en parenthèse, quand on a étendu la loi de 2002 aux mineurs, oui. Ce qu'on a fait, on l'a voté en fin 2013 au Sénat et début 2014 à la Chambre, on a bien dit aussi qu'il fallait que le mineur qui soit, je dirais, en pleine conscience, vérifié par les pédopsychiatres de ce qu'il demandait. Il n'est pas question que des parents demandent « Vous ne pourriez pas pratiquer l'euthanasie chez notre enfant qui a tel et tel handicap, etc. » Non. Donc je pense que c'est la première chose. Donc la demande est personnelle. Et deuxièmement, il faut être atteint d'une maladie incurable. C'est sûr. Et incurable, évidemment, comme on dit, c'est incurable aujourd'hui, ce sera peut-être pas incurable dans 10 ans, mais nous vivons quand nous vivons et quand la question se présente et se pose. Une maladie incurable. Il faut aussi souffrir, donc être l'objet de souffrance psychique et ou physique, les deux. Mais la souffrance psychique seule peut être prise en compte dans le cas de maladies psychiatriques graves. Et ça, ce sont les éléments vraiment de base, les 3 conditions de base pour que l'on puisse envisager. Alors évidemment, si ces conditions sont réunies, le médecin à qui le malade va dire « Docteur, je ne peux plus accepter, endormez-moi, faites quelque chose, mais je demande l'euthanasie », ou bien dans le vocabulaire, il parlera autrement, mais il dira j'ai plus envie de vivre, aidez-moi à partir. Bon, le médecin peut très bien dire « Écoutez, moi, ma conscience, mes convictions ne me permettent pas ». C'est la clause de conscience, c'est la liberté de conscience que la loi a également prévue et qui est une bonne chose parce que chacun ses convictions et donc un médecin n'est pas obligé de pratiquer un acte d'euthanasie si ça va contre ses convictions. Mais est-ce qu'il doit directement... Mais aujourd'hui, parlons plus pour faire simple, aujourd'hui, dans les 7 jours, il doit avoir transmis le dossier à un autre confrère ou une autre équipe qui est connue pour avoir une approche différente. C'est ainsi. Si évidemment le médecin dit « oui, je vous entends », il ne peut pas directement pratiquer l'acte. Il doit faire appel à un deuxième confrère. Il faut qu'un second
viennent confirmer Mhm. qu'effectivement, c'est bien une maladie incurable, qu'il y a, je dirais, qu'il y a les souffrances, que la personne sait très bien ce qu'elle demande, etc. Mhm. Bon, il y a aussi ce qu'on appelle les polypathologies aujourd'hui, c'est-à-dire l'addition de toute une série de choses. Des gens qui ont été opérés, je dirais, qui ont eu des portages cardiaques, qui ont eu de ça presque plus marché parce qu'ils ont des problèmes de hanches ou de genoux, ont des douleurs, je dirais, rhumatismales, font que finalement l'addition de toute une... En plus, on fait un accident vasculaire cérébral avec des séquelles, etc. Faut qu'on prend en compte à ce moment-là l'addition de toute une série de problèmes sous le vocable polypathologie, mais il faut forcément qu'un médecin seul ne peut pas prendre cette responsabilité. Donc il fera appel à un deuxième médecin. Et si les médecins sont d'accord, je dirais, le malade aura encore la possibilité de changer d'avis pendant un mois. Donc ce n'est pas parce que les médecins sont tombés d'accord que le geste va se faire le jour même ou le lendemain. Ok. On peut toujours changer d'avis et c'est normal, c'est naturel. Donc sous le coup d'une déprime, on peut demander, mais peut-être que 15 jours après, on voit les choses autrement. Et donc la loi a prévu cela. Et enfin, si on a affaire à une maladie psychiatrique propre, il faut un troisième médecin qui va nécessairement être un psychiatre. Ok. Donc là, vraiment, il faut les trois. Et ça, c'était un point important. Alors ce que je voudrais ajouter, c'est que, comme pour l'acharnement thérapeutique, où j'ai parlé tout à l'heure de la déclaration anticipée, cette même déclaration anticipée existe en ce qui concerne l'euthanasie. Il y a des formulaires à l'état civil de toutes nos communes, et il y a évidemment des formulaires disponibles dans une association comme la DMD, qui est l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Mais les mêmes formulaires, on peut les obtenir à l'état civil de la commune, de sa commune. Et les remplir. Aujourd'hui, une déclaration anticipée depuis 2020, elle est pérenne. Ok. En 2002, on a dit qu'elle avait une validité de 5 ans. Ce qui posait problème parce que vous pouviez être lucide quand vous la signez et puis avoir une maladie cérébrale qui faisait que au bout de 5 ans, vous n'aviez plus tous vos esprits quand il fallait la renouveler. Et à ce moment-là, vous ne la renouveliez pas, ou bien on ne savait pas si vraiment vous étiez en état de capacité intellectuelle de savoir ce que vous demandiez en disant je veux la renouveler. Donc maintenant, elle est pérenne, mais elle peut être retirée à tout moment, mais il ne faut plus la renouveler. Ça, c'est un point important qui a été voté en mars 2020. Ok, très très bien. De la même manière, il a également été voté en mars 2020 que la clause de conscience, elle est individuelle, c'est-à-dire elle concerne uniquement le médecin et non pas l'établissement hospitalier. Pourquoi ? Parce que par le passé, il est arrivé que des établissements hospitaliers fassent signer à leurs médecins « je ne pratiquerai pas d'euthanasie dans les murs de l'hôpital ou de la clinique, ou etc. » Donc maintenant, c'est terminé. C'est vraiment une question de, je dirais, la clause de conscience, elle est, je dirais, elle concerne le médecin et rien que le médecin et non plus l'établissement. Et enfin, la dernière chose, c'est la nécessité de transmettre le dossier dans les 7 jours si on n'est pas d'accord et ne plus le laisser traîner sur un coin de table comme on pouvait le faire dans certains cas. Mais est-ce que dans les demandes pour recevoir l'euthanasie, les maladies neurodégénératives sont prises en compte ? Certaines, parce qu'il y a des maladies neurodégénératives comme la maladie de Charcot, qui est la sclérose latérale amyotrophique, où là, vraiment, on a affaire à une situation où la personne a encore son esprit, mais dégénère au niveau de sa capacité à marcher,
à sa capacité à même se servir de ses deux mains, et puis la maladie remonte vers le tronc cérébral jusqu'à avoir des difficultés à déglutir et voire à un moment donné mourir d'étouffement, ce qui est épouvantable. Donc c'est une maladie neurodégénérative qui ne pose pas de problème en soi et qui rentre dans le cadre des maladies neurologiques acceptées pour quelqu'un qui aurait cela et qui demande l'euthanasie n'aurait pas de problème évidemment, parce qu'on sait très bien quelle est l'issue. Il n'y a pas de traitement, il n'y a aucune solution. Ça, c'est un point important. Mais évidemment, nous sommes aujourd'hui confrontés à d'autres situations, et notamment avec la maladie d'Alzheimer. Et là, j'aimerais qu'on soit peut-être plus précis et qu'on puisse dire, dans le cadre de la déclaration anticipée, et ça, il faut pouvoir le faire dans la déclaration anticipée, dire, voilà, si un jour je ne dois plus être conscient et que je ne reconnais plus mes proches, et que par exemple ma fille vient me voir et je lui dis bonjour madame, c'est gentil de venir me voir, rappelez-moi votre nom, mais c'est épouvantable pour la souffrance pour les enfants. Je ne voudrais jamais que cela se produise. Donc si tel devait être le cas, je demande à être euthanasié avant ou quand je commence à avoir, mais peut-être pas au début de la maladie. Au début de la maladie, je dirais, on va avoir quelques petits troubles de mémoire, on ne sait plus, on a mis ses clés, on a perdu son téléphone. C'est pas pour ça que il faut être euthanasié. Mais aujourd'hui, on a les moyens, grâce notamment au PET scan, de poser un diagnostic, de voir une évolution de la maladie et d'avoir une idée pronostique. Ce qui n'était pas le cas en 2002 quand on a voté la loi. Parce qu'en 20 ans, la médecine a fait des progrès, la recherche a fait des progrès, et je crois qu'il faut tenir compte de l'avancement de la recherche médicale, des progrès, et peut-être aussi permettre à une loi de faire aussi des progrès dans ce sens-là, mais encore une fois, en étant très précis, en balisant bien les choses, et en disant, bon, c'est une question aussi de dignité et de liberté, de dire, moi, tant que je suis dans tel ou tel état, et que finalement, je considère que je n'ai pas perdu ma dignité, eh bien, je continue à vivre. Tout à fait. Mais chacun met, comme je dirais, la frontière où il l'entend en ce qui concerne la dignité. Donc, si un jour je suis dans un état où je ne sais même plus faire ma toilette et qu'il faut venir mettre des langes, me nettoyer, tout cela, je veux plus vivre. Je demande l'euthanasie. Et ça, évidemment, ça rentre dans le cadre de maladies neurodégénératives qui font qu'à un moment donné, on n'est plus là. Physiquement, on est là. Mentalement, on n'est plus là. Et on est dans un état de dégradation qu'on n'a peut-être pas envie de laisser non plus se souvenir aux êtres chers et à la famille. On préfère laisser le souvenir de quelqu'un souriant, en pleine forme, qui se battait, qui discutait, qui malheureusement est décédé de manière subite. Oui, très bien. Est-ce que dans la loi de l'euthanasie, on a trop ou pas assez de critères, selon vous? Trop de critères, sûrement pas. Je ne pense pas. Mais on n'en a pas assez, notamment en ce qui concerne les peines. Et cela a été souligné très récemment, je pense, par la Cour constitutionnelle. En fait, pour comprendre ce que la Cour voulait dire, elle veut dire tout simplement qu'on ne peut pas condamner un médecin pour une peine identique parce qu'il a rentré son rapport avec retard, ou alors qu'il a pratiqué une euthanasie chez quelqu'un qui ne rentrait pas dans les conditions. Ou à ce moment-là, c'est carrément un acte criminel. Donc, deux poids, deux mesures. Or, la loi n'a pas prévu de distinction. Donc, je pense que je dirais, une sanction qui pourrait peut-être être
pénale, mais pénale, je dirais, légère Oui. pour une faute administrative, Mhm. mais une sanction évidemment plus lourde pour quelqu'un qui pratique une euthanasie, qui n'est pas une euthanasie, mais qui est, je dirais, carrément un acte criminel parce que on ne rentre pas dans les critères de base de la loi que j'ai énoncés au début. Tout à fait. Hein. Or, la loi n'a pas prévu, je dirais, de distinction. Mhm. Donc, il faudrait peut-être préciser ce côté-là pour ne pas non plus que des médecins qui, et ça, je dois aussi ajouter que quand on pratique un acte d'euthanasie, il faut faire un rapport à la Commission fédérale de contrôle. Ok. Et on doit déposer ce rapport dans les 4 jours qui suivent. Et c'est un rapport très précis Mhm. et qui doit être bien rempli parce qu'il ne s'agit pas d'une mort naturelle. Mhm. Donc il s'agit d'une mort, entre guillemets, accidentelle, mais sous Préparée, contrôle médical, oui. mais préparée. Donc, et le médecin qui a pratiqué le geste Mhm. a 4 jours pour envoyer un rapport circonstancié à la Commission fédérale de contrôle. Mhm. Il est arrivé que des médecins négligeaient cela pour diverses raisons, parce qu'ils étaient débordés, Tout à fait. avec des appels, avec une épidémie de grippe, de trachéite, je ne sais pas quoi. Et bon, il faisait que les papiers restaient sur un coin du bureau. Et puis, il les envoyait 15 jours, 3 semaines plus tard. Ouais. Et bon, à ce moment-là, évidemment, la loi n'était pas respectée. Mais on ne peut pas condamner avec la même lourdeur de peine ce genre de, je dirais, de non-respect de la loi, à savoir un dépôt de rapport dans les 4 jours, avec un non-respect de la loi, pratiquer une euthanasie chez quelqu'un qui ne l'avait peut-être pas demandé. Mhm. Tout à fait. Mais est-ce qu'on pourrait étendre cette loi de l'euthanasie? Je pense par exemple à une personne qui a 90 ans, qui estime avoir fait le tour de sa vie et qui voudrait mourir paisiblement. Mais aux Pays-Bas, Mhm. ils ont dans leur loi la possibilité de pratiquer une euthanasie chez, je dirais, les personnes qui ont ce qu'ils appellent, ce que vous dites, ils ont nommé ça la fatigue de vivre. Mhm. Euh, c'est un débat. C'est un débat, pourquoi pas, mais c'est un débat. Mais disons que je, ce débat, je dirais, personnellement, je le conçois et j'y suis favorable, Oui. notamment quand vous avez un couple qui âgé Oui. et l'un des deux décède. Mhm. Pour celui qui reste, c'est très dur. Mhm. Et la vie n'a plus aucun sens. Oui. Et souvent, demande à rejoindre son conjoint. Mhm. Et là, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on devrait se pencher. C'est une question d'humanité. Mais on est dans un autre cadre. Mais ce n'est pas, c'est pas la fatigue de vivre. Mais c'est simplement ne plus avoir de dire, mais quelle est encore ma raison de vivre? La personne que j'aimais n'est plus là. Je suis seul du matin au soir. Enfin bon, bref. Et puis il y a la dépression donc, psychique, état dépressif majeur lié à la perte d'un être cher. Et je dirais que je pense que tout ça doit être pris en considération. Ce sont des aspects humains sur lesquels on devrait se pencher, mais il faudrait être précis, balisé. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Je pense que on devrait ouvrir le débat sur le sujet. Petit tour maintenant en Union européenne. C'est une grosse question. Où en est-on avec l'euthanasie? Mais aux Pays-Bas, ils nous ont précédés d'1 an avec une loi plus ou moins semblable. Ils ne l'ont pas étendue complètement aux mineurs comme nous, hein, mais grosso modo, c'est assez semblable. Au Grand-Duché de Luxembourg, ils nous ont suivis 2 ans plus tard, ou 2 ou 3 ans plus tard, mais
n'ont pas élargi encore à ce jour l'euthanasie aux mineurs. Euh, L'Espagne vient de franchir le pas récemment. Et puis, il y a l'un ou l'autre État américain, mais je dirais sur le plan européen, nous avons fait le tour. Ok. Dans la mesure où, dans les autres pays, l'euthanasie est formellement interdite et assimilée à un crime. Mhm. Donc, on ne parle pas d'euthanasie, ni en Suisse, ni en France, ni Tout ailleurs. à fait. Et alors, en France, vous avez ce qu'on appelle la sédation profonde. Mhm. Il faut pour cela que la personne concernée ait fait la demande, Mhm. donc une espèce de demande anticipée, ça doit être clair. Mais vous savez, il y a eu un exemple euh, dont je parle dans mon livre et qui a fait l'objet de discussions familiales dramatiques. C'était, je ne suis pas sûr du prénom, mais je crois que c'était Olivier Lambert en tout cas. Vincent Lambert. Enfin, Oui. je me souviens, c'était un jeune homme Oui. de 25-30 ans, infirmier, Mhm. qui a un accident de moto sur le chemin du travail et qui se retrouve en coma végétatif. Mhm. Son épouse et ses frères et sœurs disent il n'aurait jamais accepté de vivre comme cela. Mais les parents. Alors, évidemment, pas cette discussion, déclaration n'est pas venue dans l'immédiat, Mhm. mais au bout de 2-3 ans, on dit écoutez, non. C'est plus possible. Et euh, les parents Mhm. catholiques fervents ont dit pas question. Donc il y a eu une famille qui s'est déchirée, Mhm. l'épouse et les frères et sœurs Mhm. du malade concerné contre le père et la mère, vous imaginez. Et ça a pris des années Mhm. jusqu'à ce que finalement une cour de justice dise donne le feu vert pour une sédation profonde. Alors qu'est-ce que on a fait? Eh bien, on a, je dirais, il était dans le coma, mais c'était un coma où il n'y avait pas de contact avec lui, parce que ça, j'ai eu la possibilité de voir certains documents médicaux, mais disons, il pouvait quand même percevoir la douleur. Oui. Donc c'est difficile Mhm. de voir de pouvoir se mettre à la place de la personne justement concernée qui est dans le lit. Mhm. Mais c'est quoi la sédation profonde? On vous donne des hypnotiques quand vous prenez des somnifères, Mhm. mais on ne peut pas vous donner des doses trop fortes parce que sinon, c'est comme une anesthésie générale, vous arrêtez de respirer. Alors si vous arrêtez de respirer, ben, vous avez donné la mort. Donc c'est un Mhm. crime en France. Mhm. Vous ne pouvez pas. Donc vous donnez des sédatifs légers. Oui. Si vous les donnez de manière trop forte, il faudra mettre un tube dans la trachée et une assistance respiratoire. Oui. Donc on est parti dans un Mhm. cycle inacceptable, mais de manière à ce que on puisse accélérer les choses, Mhm. on arrête toute hydratation et toute alimentation. Donc finalement, vous mourrez de faim et de soif. Ça dure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, selon la résistance du corps de la personne. Mais je ne suis pas certain que durant cette période-là, la personne ne souffre pas, même si elle est dans le coma. Nous ne savons pas aujourd'hui mesurer cela et nous ne pouvons absolument pas savoir si cette formule est une formule de mort douce. Oui. Et en fait, le mot euthanasie vient du grec euthanatos, qui veut dire mort douce. Mhm. Pour moi, la sédation profonde, ce n'est pas une mort douce. Mhm. Ça, c'est la France. La En Suisse, c'est Suisse. différent. En Suisse, il y a le suicide assisté. Il y a 2 formes, assisté tout court et médicalement assisté. Mhm. Alors, le médicalement assisté, il ressemble un peu à la formule que nous avons en Belgique pour les personnes qui demandent l'euthanasie, mais qui ne veulent pas une euthanasie par Baxter ou par injection
intraveineuse, mais qui demande à absorber par voie orale, donc de déglutir des médicaments que le médecin se sera procuré lui-même à la pharmacie, il aura commandé ce qu'il faut, etc. Et il est à côté, et chacun sa liberté de dire comment il souhaite s'endormir définitivement. Et certains vont dire, moi, je décide de le faire en déglutissant. Je vais avaler une potion. Bien, il faut qu'il y ait un médecin à côté, parce que parfois, c'est pas facile à digérer. Et si vous vomissez dans les minutes qui suivent, les médicaments ne vont pas agir suffisamment. Donc le suicide sera raté. Il n'y a rien de pire qu'un suicide raté, quelle que soit la forme, avec les gens qui se jettent du 3e ou 4e étage et qui se ratent, ou bien qui veulent s'ouvrir le poignet, puis ils ne se le coupent pas bien, etc. Il n'y a rien de pire que des suicides ratés, donc quelle que soit la forme. Donc le suicide médicalement assisté existe ensuite, mais il existe aussi le suicide assisté, c'est-à-dire sans médecin. Et ça, c'est formellement interdit en Belgique, c'est-à-dire la même formule où on va dire au malade, voilà, tous les médicaments sont prêts, vous les prenez quand vous voulez, c'est votre décision, ce soir, cette nuit, demain, pas de problème, vous avez tout ce qu'il faut, et vous décidez. Et ça, c'est le suicide assisté. Assisté, pourquoi ? Parce qu'on a procuré les médicaments. C'est pour ça qu'il est assisté. Mais il n'y a pas une assistance physique à côté. Mais est-ce qu'il y a un contrôle avant, justement, pour savoir si la personne, un peu comme les critères, comme on est en Belgique, oui. Il y a un... Oui. Ok. Oui. Il y a un contrôle, il faut avoir une maladie incurable, il faut aussi, exactement, oui, il y a un contrôle, il y a un contrôle. Mais il est bien stipulé que l'euthanasie est formellement interdite. Tout à fait. Hein? Donc on parle ici de suicide assisté ou de suicide médicalement assisté. Mais au départ, il faut remplir une série de critères semblables à ce que nous avons, nous, en Belgique. Mais est-ce que c'est pas un peu titillé de faire une distinction entre suicide médicalement assisté et euthanasie ? Si, mais dans la loi de 2002, on n'a pas parlé de suicide médicalement assisté. Mais on assimile aujourd'hui, chez nous, en Belgique, un suicide médicalement assisté à une forme d'euthanasie. Et d'ailleurs, quand on voit le rapport annuel de la commission de contrôle, on voit que, grosso modo, 2 à 3% des euthanasies sont des euthanasies qui ont été faites par absorption de médicaments avec un médecin à côté. Donc, suicide assisté. Je dirais que la loi n'a pas non plus précisé les détails de la manière dont il fallait pratiquer l'euthanasie. Il a laissé là la liberté au médecin de faire en sorte que l'acte soit fait sans souffrance et rapidement et selon les volontés du patient. Donc le suicide médicalement assisté se pratique en Belgique et est conforme à la loi. Mais la loi ne l'a pas détaillé, mais je pense que ce serait, si on devait repréciser certaines choses, autant le faire. L'interview touche à sa fin. J'aimerais bien te laisser le mot de conclusion. Alors, outre le fait que je recommande la lecture de ton ouvrage, parce qu'il est très bien fait, il explique très bien en quoi consiste l'euthanasie, quel serait le mot de la fin pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo ? Qu'est-ce que tu souhaiterais leur adresser comme message ? Je souhaiterais dire d'abord que je respecte la liberté de chacun. Et qu'en tant que médecin, s'ils font appel à moi, même si je suis à la retraite, je donne encore pas mal de conseils aux personnes qui me contactent. Je ferai en sorte qu'ils ne souffrent pas et de trouver une solution. Et je serai à l'écoute. Et en fonction de leurs convictions, je les respecterai. Ils peuvent être rassurés que je ne recommanderai pas une euthanasie à quelqu'un de croyant et qui ne peut pas accepter cette forme de fin de vie. Par contre, je serai à l'écoute de celui qui me dira, Dr Brocchi, est-ce que vous
pouvez m'aider? Est-ce que, regardez ce que j'ai, connaissez-vous une association ou connaissez-vous des médecins qui ont l'expérience de cette pratique-là? Et à ce moment-là, ils peuvent compter sur moi parce que personnellement, je ne suis pas spécialisé pour pouvoir faire ça selon les règles de l'art, c'est-à-dire faire en sorte qu'on s'endorme définitivement en 10 minutes, un quart d'heure, et je ne suis pas compétent, je n'ai pas été formé pour cela. Mais je serai à l'écoute et je respecterai les convictions de chacun. Merci. Mais je crois que c'est la liberté, c'est notre liberté, et nous y tenons beaucoup, et personnellement j'y tiens, et je sais que notre mouvement tient beaucoup à la notion de liberté. Exactement. Merci Jacques pour ton temps. Merci pour l'interview. Et à bientôt. À bientôt.